Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, journée de fête ce vendredi en Zambie. Le pays célébrait en effet ses 50 ans d'indépendance. Les détails dans ce journal. La troisième édition de la foire régionale de l'intégration du MOA se poursuit toujours à Dakar, capitale sénégalaise. Le thème retenu cette année, le secteur privé moteur de l'intégration économique sous-régionale. Et puis direction la Guinée équatoriale à la fin de cette édition à la découverte de la Tour de la Liberté de Bata. Ce monument construit en 2011 est aujourd'hui un emblème de la capitale économique. La Zambie célébrait donc ses 50 ans d'indépendance ce vendredi. Pour l'occasion, la Banque nationale a dévoilé un billet commémoratif de 50 kwacha à l'effigie des 5 présidents zambiens qui se sont succédés depuis l'indépendance. Un billet qui prend toute sa signification quand on sait que la Zambie multiplie les performances économiques, dont celle d'être désormais classé pays à revenus intermédiaires. Ibra Khatidiaï. Un cinquantenaire sous le signe de la croissance économique. La Zambie célébrait ce vendredi 24 octobre le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une célébration organisée toutefois en l'absence du président de la République, Michael Sata, en voyage à Londres pour des raisons médicales. Avec un régime politiquement stable et un taux de croissance économique annuel de plus de 7%, la Zambie fait figure d'exemple sur le continent. La Banque mondiale la classe désormais comme une nation à revenus intermédiaires, ce qui signifie que son revenu national brut par personne a dépassé d'environ les $1000. Dans les rues de Lusaka, la population salue les progrès, mais pour elle, les aspirations et les attentes sont encore nombreuses. Après notre accession à l'indépendance, nous avons connu une forte exode rural qui a contribué à peupler les villes de chômeurs et travailleurs. L'économie a changé, nous nous sommes développés dans une certaine mesure, mais nous n'avons pas atteint le niveau que nous devions 50 ans plus tard. Le pays devrait travailler sur l'économie parce que nous pouvons voir que les niveaux de pauvreté sont encore très élevés. Ainsi, si notre gouvernement peut examiner tous les points, ce sera mieux parce que les gens souffrent vraiment. Et l'autre point, c'est l'éducation qui coûte cher, alors que nous ne comptons que quelques universités. À son arrivée au pouvoir, le président Michael Sata avait promis une réforme de la Constitution, un projet qui se fait attendre encore aujourd'hui aux grandes dames de l'opposition qui accusent le gouvernement d'entraver délibérément le processus. Nous devons aller dans ce sens que la Constitution soit dirigée par le peuple et non les politiciens. Lorsque nous prenons la Zambie en tant que pays, sur le plan économique, nous avons fait de grands progrès. Là-bas, les gens parlent de l'absence du président. Le président a été absent pendant un certain temps pour des raisons que nous connaissons tous. Mais il a encore la confiance des investisseurs locaux et étrangers. L'investissement a de l'avenir dans tout le pays. Ce que montrent les indicateurs macroéconomiques, il en est de même pour la croissance du PIB qui devrait être de plus de 7% cette année en dépit de cette incertitude concernant le président. Avec une démographie de 14 millions d'habitants, la Zambie est le deuxième plus grand producteur de cuivre en Afrique. Le pays doit cependant faire face à l'instabilité de sa monnaie nationale, le kwacha. Depuis 2013, la monnaie zambienne a perdu de plus de 20% de sa valeur, ce qui fait d'elle l'une des monnaies ayant enregistré les plus fortes baisses sur le continent. Dans le reste de l'actualité, renforcement de la coopération entre la Tanzanie et la Chine. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a en effet reçu ce vendredi à Pékin le président tanzanien Jakaya Kikwete. Les relations diplomatiques entre les deux pays existent depuis 50 ans. Il s'agit aujourd'hui donc de consolider cette amitié, mais aussi d'approfondir les relations bilatérales, notamment dans les domaines de l'agriculture, des parcs industriels et de la finance, comme l'a indiqué le Premier ministre chinois. Le président tanzanien, pour sa part, profité de cette visite pour saluer les efforts de la Chine dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Écoutez-le. C'est un problème immense auquel ces pays ne peuvent faire face seuls. Ils ont assurément besoin de soutien de pays amis. L'aide qui a été envoyée à ces pays, notamment les médecins chinois qui s'y trouvent et les médecins qui leur ont été envoyés, c'est un soutien dont nous ne pouvons que nous féliciter. Nous saluons tous ce geste. Au Burkina Faso, le chef de l'État a officiellement annoncé sa volonté de réviser l'article 37 de la Constitution relatif à la limitation du mandat présidentiel. Ce projet de loi sera soumis aux députés le 30 octobre et peut être adopté directement ou faire l'objet d'un référendum. L'opposition s'oppose toujours à cette révision, qu'elle qualifie d'ailleurs de fraude à la Constitution. Le président Blaise Compaoré s'est exprimé sur ce dossier. Il a accordé une interview exclusive à Africa 24 dans le cadre de l'émission Face à nous. Voici quelques extraits de cette interview dans ce sujet de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Djibril Fofana, Wendiam Valentin Compaoré et Paul de Singwe. Au Burkina Faso, le processus de révision de la Constitution est engagé.
Il concerne principalement l'article 37 relatif à la clause limitative du mandat présidentiel. Le nouveau projet de loi sera examiné par les députés le 30 octobre prochain. Désormais, le président de la République est élu pour 5 ans et rééligible 2 fois. Ce projet de loi inscrit également l'article 37 au chapitre des articles non révisables de la future Constitution. Mais au sein de l'opinion publique, des questions se posent sur l'opportunité de cette initiative à seulement 1 an de la prochaine élection présidentielle. Et sur cette question, je demande bien sûr au peuple, à travers un référendum, de se prononcer sur ce qui a été proposé, qui suppose qu'une fois adopté, le président du Faso n'aura plus à faire 10 ans comme c'est inscrit actuellement dans notre Constitution, mais un mandat renouvelable 1 fois, mais un mandat renouvelable 2 fois. La société civile et l'opposition politique se sont toujours opposés à la modification de l'article 37 et à la tenue d'un référendum pour y parvenir. Si le projet de loi est adopté, un référendum sera organisé dans les prochains mois. Seulement, cette hypothèse est de plus en plus improbable. Le président de la République espère obtenir la majorité des 3/4 de députés à l'Assemblée nationale, suffisante pour réviser la Constitution sans recourir à une consultation référendaire. Il est certain que le président de la République, le président du Faso, doit s'assumer, doit faire en sorte que nous puissions aller vers une pacification de la société, ce qui, dans notre Constitution comme ailleurs, bien sûr, nous conduit à pouvoir nous adresser à l'ensemble du peuple pour, bien sûr, se prononcer et permettre qu'en démocrate, en républicain, nous puissions, bien sûr, à la fois accepter et continuer à vivre avec, bien sûr, cette décision souveraine du peuple. Depuis l'annonce de la révision de la Constitution, les positions semblent se radicaliser de part et d'autre. Le pouvoir brandit l'argument de la légalité constitutionnelle, tandis que l'opposition parle de fraude à la Constitution. D'ailleurs, celle-ci prévoit d'organiser une marche de protestation suivie d'un meeting le 28 octobre prochain. Jusqu'au 3 novembre se tient à Dakar, capitale sénégalaise, la 3e édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA, organisée par l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Ce salon regroupe les pays membres de l'UEMOA, mais pas seulement. Le thème retenu cette année, le secteur privé, moteur de l'intégration économique sous-régionale. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye. La 3e édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA s'est ouverte ce jeudi à Dakar. Cette édition, placée sous le sceau le secteur privé moteur de l'intégration économique sous-régionale, a pour objectif de créer des liens intra-entreprises pour soutenir et renforcer le développement du secteur privé africain. D'ailleurs, entre 2011 et 2012, les exportations entre pays de l'UEMOA sont passées de 2,5 milliards de dollars à 1,7 milliard. Cette même tendance est observée au sein de l'espace CEDEAO, où également le volume des affaires s'est sensiblement réduit, passant de 4,4 milliards à 2,5 milliards de dollars sur la même période. Cet événement est et doit être, pour les opérateurs économiques de l'espace de l'UEMOA, un véritable cadre de réseautage inclusif et d'opportunités d'affaires pour booster le commerce intra-régional. C'est pour moi le lieu de noter avec beaucoup d'intérêt que les thèmes qui seront abordés lors du forum portent sur des sujets d'actualité liés à la stabilité et la sécurité de l'environnement des affaires de la sous-région face aux enjeux liés à l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun et des APE. L'entrée en vigueur d'ailleurs de ce tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO est prévue le 1er janvier 2015. Cette donne appelle un renforcement des capacités des entreprises car elle comporte à la fois des opportunités mais aussi des défis. Pour créer les conditions permettant d'exploiter efficacement le tarif extérieur commun, la commission de l'UEMOA compte accompagner les opérateurs économiques. La commission a entrepris de mettre en place un programme régional de facilitation. Et dans ce cadre, il sera mis en place un nouveau code communautaire des douanes respectant les normes internationales en matière de facilitation et un système d'information commerciale tant attendu par vous
opérateurs économiques. L'autre ambition de cette manifestation sous-régionale est d'arriver à une meilleure implication du secteur privé des 8 pays membres de l'UEMOA dans le processus d'intégration sous-régionale. À ces pays, il faut noter la présence de la Gambie et de la Mauritanie qui prennent part également à cette rencontre commerciale. On est un groupe de femmes mauritaniennes. On s'appelle Endam, des femmes chefs d'entreprise. On a ramené des objets mauritaniens, des objets d'art, des objets fabriqués par les femmes mauritaniennes. C'est ce que nous sommes venus exposer ici. Cette exposition va se dérouler jusqu'au 2 novembre au CICES de Dakar. Elle va favoriser la consolidation d'un marché commun entre les États membres basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Paris a sa tour Eiffel, New York sa statue de la liberté. Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale, a quant à elle sa tour de la liberté. Installée depuis 2011, elle est devenue le symbole de toute une ville découverte. Avec ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. C'est un monument qui s'impose depuis 3 ans à la vue des citadins de Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale. La tour de la liberté sur le front de mer ne passe pas inaperçue et laisse tout visiteur curieux. Un édifice qui offre le bonheur d'une promenade pédestre en fin de semaine tout en témoignant des changements en cours dans le pays. Près de 5000 visiteurs par an dans ce monument emblématique de la ville encore méconnu par les citadins de la ville. Cet édifice a beaucoup changé la vue et aussi changé le lieu par rapport à avant, de même que le front de mer. Tout ceci combiné peut attirer les touristes. C'est un bâtiment magnifique et bien pensé, mais pour nous les habitants de la ville, lorsqu'au début du projet on regardait la maquette, on se disait que c'était quelque chose qui paraissait impressionnant. Et au final, on se rend compte que c'est vraiment petit. Así también nos quejamos aquí en mi barrio, en Los Cocos, y en cualquier lugar que vayamos en la ciudad, que es muy pequeña. Construit en 2011, la Torre de la Libertad, comme on l'appelle ici, comprend un complexe touristique destiné à encourager le tourisme. Sa gestion a été confiée à un groupe hôtelier marocain depuis son lancement. Donc, le restaurant se situe à une hauteur de 68 mètres. Donc, il a une vue sur la ville, donc la forêt et surtout sur la mer. On y vient les jours fériés, seul, en famille ou avec des amis, qui pour parler politique, qui pour se détendre. Sur un fond musical, on y déguste des plats africains ou européens dans la convivialité et la bonne humeur. Un autre atout charme de la tour, son restaurant qui tourne sur lui-même et qui permet d'avoir une vue panoramique de la ville côté mer, côté ville. Tout ceci bien loin de l'atmosphère de stress des fins de journée. C'est un monument qui va rester monument historique du pays, comme on trouve en France la Tour Eiffel, aux États-Unis le statut de la liberté, et maintenant à Bata donc on trouve la Torre. Donc chaque personne, dès qu'il voit la photo ou la photo de la tour, il pense automatiquement à Bata. D'une hauteur de 78 mètres, la tour qui s'impose sur la ville a bien fait du chemin. Aujourd'hui, on ne peut plus dissocier son image à celle de la ville. Depuis un an, les guides touristiques ont inséré la Tour de la Liberté dans les destinations à visiter absolument en Guinée équatoriale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24, l'info continue.